Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement. Toujours en studio avec nous, Jocelyne Lecovier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, cette semaine, on y va avec quelque chose qui est quand même assez populaire dans la formule de la capsule divertissement. La formule historique qui semble avoir un certain succès d'après ce que tu me dis. Effectivement, ce sont les capsules que les gens réagissent le plus quand je rencontre des gens au bureau de poste. C'est là qu'on a nos commentaires. Donc, les gens, à chaque fois que je fais des capsules sur l'histoire, me disent qu'ils aiment beaucoup parce qu'il y a un volet évidemment très instructif. Moi, en voyant les images, j'apprends. C'est généralement des sujets que je ne connaissais pas. Donc, c'est intéressant. Donc, des belles choses à découvrir encore une fois cette semaine. Donc, on va débuter, ça va être un tour du monde. On débute en Lituanie au 19e siècle. Ce qu'on voit, c'est un contrebandier de livres. C'est qu'après l'insurrection de 1863, donc le gouvernement impérial de Russie a décidé de russifier la Lituanie et de détruire sa culture, sa religion, sa langue, etc. Donc, le russe était obligatoire. On a banni l'alphabet latin. Et on les obligeait à utiliser l'alphabet cyrillique russe. Et donc, le monsieur, comme on a vu, donc, ce sont des contrebandiers qui fournissaient des livres écrits en lituanien. Et il y avait tout un réseau d'écoles underground, donc des écoles clandestines. Je cherchais le mot français. C'est tout de même incroyable de vouloir détruire une culture de cette façon-là. On parle de détruire la culture, les racines, etc. Donc, évidemment, c'est un crime extrêmement grave. Et malheureusement, ça n'a peut-être pas exactement la même ampleur au niveau du Canada, mais on a un peu fait ça avec notre peuple autochtone, ce qui est, tant qu'à moi, là, tout à fait... Effectivement. Donc, ça a été vu par ici aussi, qui est aussi triste. Dramatique. Et on essaie de revenir justement à nos racines ancestrales, redécouvrir la culture amérindienne, ce qui est merveilleux. Et une magnifique culture en soi. En effet. Bien, puis ici en Gaspésie, je pense qu'on avait lu à peu près 95% des Gaspésiens sont métis d'une façon ou une autre. Donc, ça a été vu dans plusieurs pays du monde, malheureusement. Et heureusement, ça a été terminé en 1904. On a levé l'espèce d'interdiction pour bannir le lituanien. Et ces espèces de contrebandiers de livres-là, c'était le symbole de la résistance. Il y en avait de 30 à 40 000 quand même qui circulaient un peu partout pour fournir en livres les écoles clandestines. Pour dire comment la culture peut être forte sur certains peuples. Effectivement, donc la fierté de garder leurs racines, et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Oui. Ensuite, on enchaîne en Floride 1993. Le docteur John Britton, c'est surprenant de le voir armé, c'est qu'il travaillait dans des cliniques d'avortement. Et il devait se déplacer avec une arme, avec un gilet pare-balles aussi. Et il essayait aussi d'avoir des gardes du corps volontaires. C'est qu'il recevait des menaces de mort. Donc, évidemment, le sujet de l'avortement, surtout à cette époque, ne faisait pas l'unanimité. Et il recevait beaucoup de menaces de mort. Et le médecin qui faisait le même travail avant lui avait été assassiné. Et finalement, il fut assassiné lui aussi, en 1994. Oui. Ouais. Oui, c'est extrêmement... Sujet encore chaud qui revient dans l'actualité aux États-Unis en ce moment. Effectivement, du côté de nos voisins du Sud, l'avortement, c'est beaucoup plus polémique qu'au Canada, que je pense que maintenant, c'est quand même relativement bien accepté. Mais donc, c'est ça, 2 médecins qui ont été tués à un an Je de me rappelle travail. des manchettes reliées à cette actualité-là à l'époque. Puis son garde du corps avait été tué, qui était un militaire qui a été retraité de l'armée américaine, et sa femme avait été blessée, qui était une infirmière retraitée. Donc, c'est de voir jusqu'où peut aller une prise, si je peux appeler ça de même, une prise de position, c'est incroyable. Incroyable. Et moi, ce que je trouve remarquable, c'est que ce médecin-là, au péril de sa vie, il y allait. Et lui, personnellement, n'était pas pour l'avortement, mais il disait, il faut quand même que quelqu'un s'occupe de ces femmes-là. Donc, quand une femme venait le voir, il lui donnait un deuxième rendez-vous, il lui disait, pensez comme il faut. Puis au deuxième rendez-vous, là, il faisait l'avortement. Donc, quand même un médecin remarquable d'avoir... Se battre pour une cause et y croire à un tel point de mettre sa vie en péril pour cette cause-là, il faut tout de même le faire. Effectivement. Ensuite, on se déplace au New Jersey en 1951. Évidemment, on connaît tous cette photo de Albert Einstein. C'était après l'événement donné à son honneur à Princeton.
Et c'est un photographe qui lui a demandé de faire un bonjour, finalement, à la caméra. Et Einstein a sorti la langue très rapidement, se disant que le photographe n'aurait pas le temps de le prendre en photo. Puis, et ça a été tout un débat à savoir, est-ce qu'on publie ou non la photo au niveau de la publication qui avait pris la photo, puis le rédacteur, il y en avait qui étaient d'accord, pas d'accord. Finalement, ils se sont dit, on la publie. Einstein est quand même reconnu pour son côté loufoque et tout ça. Et finalement, Einstein a tellement adoré l'image qu'il a demandé à la publication de lui fournir plusieurs images exemplaires. Et il a envoyé des cartes de soi à ses amis avec l'image dessus. Ah oui. Ouais. C'est le fun que ça ait été endossé directement par la personne en question. Oui, Tout le monde, je n'étais pas au courant. Moi non plus. Donc, je connaissais évidemment l'image, mais je ne connaissais pas l'histoire qui l'entourait. Oui, donc, des super fois, on intéressant. apprend des choses intéressantes. Ensuite, on se déplace aux États-Unis dans les années 1900. Ce qui va faire arracher les cheveux de la tête de certains parents. C'est les terrains de jeu de l'époque. Oh boy! Certains psychologues disaient que c'était très bénéfique pour le développement de l'enfant, évidemment, d'affronter ses peurs, ses phobies, d'apprendre à gérer le danger, le risque. Et le Je pensais que c'était une structure au départ. Je n'avais même pas remarqué que c'était des enfants. Oui, c'est des enfants. Et en fait, le premier terrain de jeu a été construit en 1887 à San Francisco. Vous allez voir les images suivantes. Ça, c'est quand même, c'est pas si mal, mais vous allez voir, il y a certaines images que... C'est des choses qu'on verrait moins aujourd'hui. Il y avait des blessures, effectivement, mais pas tant que ça. Semble-t-il là, que... Puis je suis certaine qu'il y a des gens, peut-être pas de cette génération, mais un peu plus... C'est haut, là. C'est extrêmement... Vous voyez des échelles. Là. Donc, il y a sûrement des gens qui ont été élevés avec des terrains de jeu un petit peu similaires qui doivent se dire c'est ce qui formait les gens. C'était la belle époque. Bien, c'est quand même... semble-t-il qu'il y avait quand même des côtés bénéfiques. Mais c'est sûr, j'aurais des enfants, je ne serais pas à l'aise qui soient au-dessus d'une telle structure. Mais on le dit souvent, même, on parle de nous, on n'est pas si vieux, j'ai 38 ans, mais je me souviens, on n'avait pas de cellulaire. On partait toute la journée avec des BMX, puis je veux dire, on ne donnait pas de nouvelles à nos parents, on était toujours dehors. Puis... Aujourd'hui, les textos sont aux 15-20 secondes. Ah, aujourd'hui, c'est l'enfant à quelques minutes de retard, t'es où? Non seulement tu sais ce qu'il est, mais tu as un selfie pour voir l'endroit exact où il est. Exactement. Donc, c'est drôle de voir à quel point on a tellement pris de débarque en vélo. Oui, puis c'est peut-être une bonne chose que les parents vont toujours être au courant de ce qu'on faisait Ah aussi, non, là. parce qu'on grimpait partout. Moi, je grimpais dans les arbres. Une chance qu'ils ne me voyaient pas. C'est ça. Ça vient de sortir. Mais j'ai survécu. Ben oui. Ça nous rend plus forts. Et ça participe à forger ce qu'on devient en tant que jeune adulte et adulte par la suite. Oui, parce qu'après, tu sais que non, ça, c'est pas une bonne idée. Surtout quand tu tombes. C'est fun d'avoir des branches en dessous par mortier. Moi, ça m'est arrivé de manquer une branche. Puis, On est des enfants qui avaient des enfants de l'extérieur. Moi, je me souviens, là, je rentrais de l'école, saut de skidoo dehors, puis les parents nous appelaient pour aller souper. On en sortait après souper, puis c'est l'heure de se coucher. C'est ça. On était tout le temps dehors. C'était... Hawaï, maintenant, en 1948, c'est un pêcheur de nuit. Donc, la perche fait 6-7 pieds, c'était fait de bois dur. La torche, c'était des feuilles de cocotier et on mettait des noix de cuit. Cuit, je ne suis pas sûre que je le prononce comme il faut. En tout cas, la torche, en fait, ça sert à attirer les poissons parce que c'est une eau peu profonde, ouais. Puis, lorsqu'on voulait une lumière plus vive, on utilisait du bambou, tout simplement. Donc, technique de pêche tout de même assez spéciale. Oui, c'est assez Puis un physique assez imposant, monsieur. Oui, hein? Effectivement. Je pense que... Assez en forme pêcher. Il faisait ça pas mal toute la journée. Hein? Pas mal toute la nuit. Oui. Ensuite, on va parler des radars. Donc, avant l'invention des radars, de 1917 à 1940, qu'est-ce qu'on utilisait pour entendre les avions qui arrivaient? C'était des appareils acoustiques. Sérieuse, oui. Ouais. On voit, il y a un monsieur là, entre les deux. Là. Ah, je ne l'avais pas mangé, mon voyage. Oui, non, on voit la taille, là. Donc, on détectait les sons et les vibrations. Vous allez voir des images, voilà, encore une fois. Il y avait plusieurs modèles, hein. On essayait de développer. Il y a eu des débuts à tout, hein? Oui. Donc, d'autres modèles. Puis on s'entend bien, c'est pas des instruments de musique, ça, non? Non, effectivement. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas exactement ce qu'on entendait, mais c'est assez particulier. Mais j'imagine que ça devait être tout de même assez performant. Donc, il y avait des gens ingénieurs, un autre modèle. Ça, c'est les premiers Mickey Mouse.
des gens, c'est ça, des ingénieurs qui travaillaient fort là-dessus et semble-t-il, ça donnait que quelques minutes d'avertissement avant qu'on voyait l'avion. J'imagine. C'est pas très discret, hein? Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, moi aussi, ça m'a vraiment impressionné. Ensuite, on se dirige en Afrique du Sud en 1954. Les travailleurs de mine, il y avait un radiologiste qui les examinait avec un rayon X pour s'assurer qu'ils n'avaient pas caché des diamants. Comment on cachait les diamants? Vous le voyez l'appareil. Oui. Donc, 36 du temps, c'est qu'on le cachait dans l'anus, on s'imagine bien. 30 entre les fesses, 14 dans les bas, les cheveux, 5 on les cachait dans la bouche, 2 sous le scrotum, 2 dans les vêtements, 2 dans les sous-vêtements et 10 autres. On n'a pas spécifié ce qui était autre. Donc, vous allez voir l'image suivante. On est en train de faire un rayon X. Dans certains cas, les travailleurs étaient exposés à des rayons X pendant 75 minutes d'affilée. À l'époque, on ne savait pas très bien que c'était dangereux et c'était les premiers pas des rayons X. Donc, il doit y avoir des gens qui sont morts du cancer assez jeunes. Donc, les gens avalaient. Et il y a même des gens qui se blessaient, se faisaient une espèce d'incision dans la peau pour cacher un diamant. C'est aller loin. Hein? Évidemment... Ça pouvait représenter le salaire de pratiquement une vie. Là. Oui, parce que ces gens-là étaient souvent sous-payés, pratiquement des esclaves. Ouais, donc, dans tous les cas. Donc, c'est particulier. Ensuite, on se dirige aux États-Unis en 1970. Donc, on connaît Oncle Sam, donc, qui était pour enrôler des gens dans l'armée, qui est un personnage très célèbre aux États-Unis. Donc, le vrai Oncle Sam, celui qui a inspiré l'image, on le voit ici, c'est Walter Botz. Donc, en 70, c'est lui qui a inspiré l'image qu'on voit derrière lui. Et ça vient d'où l'expression Oncle Sam? Ça vient de quelqu'un d'autre, en fait. Ça vient de Samuel Wilson. Samuel Wilson était un emballeur de viande de New York et en 1812, il a envoyé les rations de viande à l'armée américaine et il devait étiqueter ces paquets. Et les soldats se sont mis à dire qu'ils recevaient leur ration de Oncle Sam. C'était son surnom, monsieur, semble-t-il, qui avait beaucoup d'humour, etc. Donc, à un moment donné, ça s'est répandu, l'usage d'Oncle Sam. Et en fait, l'expression a été consacrée symbole national en 1961 par les États-Unis. Il faut dire, hein, c'était un langage que s'étaient approprié les soldats à ce moment-là. Oui. Donc, ça a devenu quelque chose de commun. Là. Donc, ça vient d'un emballeur de viande, tout simplement. Ensuite, la France, 1914, donc les gens vont reconnaître le Moulin Rouge. C'est le Moulin Rouge original qui a été créé en 1889. Et il était muni d'enseignes lumineuses, qui est évidemment une nouveauté de l'époque qui impressionnait énormément les gens. Le moulin, il faisait référence en fait à l'histoire de Montmartre et les moulins de l'époque. Il a été brûlé en 1915. Ensuite, on l'a reconstruit. Oui, j'ignorais honnêtement. Donc, c'est pas l'original maintenant? Non, c'est un moulin rouge qui a été reconstruit suite à l'incendie. Donc, j'ignorais ça. C'est un endroit très spécial en passant. Oui, semble-t-il que c'est les fameux cabarets qu'on voit partout. Semble-t-il que c'est très impressionnant à voir. Ensuite, l'Italie, 1932. Moi, j'aime énormément l'histoire, surtout l'histoire romaine, égyptienne, etc. Donc ça, c'est l'empereur Caligula. Lui, il avait 2 énormes navires qui ont été ensevelis dans le lac Nemi. Et en fait, ça gisait au fond du lac depuis 1900 ans. Et on les a retrouvés. Donc, ça, c'est en 1932, lorsqu'on a procédé à la récupération des 2 navires. Puis, assez gigantesques comme bateau tout de même, hein? Oui, et c'est très impressionnant parce que on savait qu'ils étaient là par tradition orale depuis 1900 ans. C'est dire que, tu sais, il y a certaines cultures qui n'écrivent rien, mais que c'est seulement par tradition orale. C'est pas à négliger de bouche-oreille. Hein? Exactement. Donc, on savait qu'ils étaient là. Il y a une petite anecdote assez amusante de 1927. On a essayé de les récupérer. On a construit une plateforme flottante, puis il y a eu un problème. Il a fallu qu'on parte régler le problème en question. Puis lorsqu'on est revenu, l'équipe a réalisé que la plateforme flottante n'était plus là. Les résidents avaient récupéré tout le bois pour faire des tonneaux de vin en 1827. Donc, on a décidé d'abandonner la récupération. Que, bon,
Et imaginons, je pense que ça joue pour beaucoup la qualité du bois qui est utilisé justement pour faire vieillir le vin et conceptualiser ces fameux tonneaux-là. Donc, on s'est Donc, dit... on s'entend-tu qu'un bois vieillit dans l'eau pendant 1900 ans? Ben, en fait, j'aimerais goûter au vin, moi. On se comprenait, c'était le bois de la plateforme nouvellement construite. C'était pas le bois de... La plateforme ne servait qu'à essayer de récupérer l'épave au fond, mais finalement, quand les résidents ont volé tout le bois, on n'a pas été plus loin. Oui. Moi, je pensais qu'il y avait une raison par rapport à la qualité du bois et tout il y avait ça. besoin de bois. Ce qu'on voit, c'est des artefacts récupérés. En fait, c'était deux navires extrêmement gros et extrêmement impressionnants. C'était des palaces flottants, carrément. Vous voyez un petit peu des artefacts. Ah, mon Dieu! Vous voyez à quoi ça ressemblait. En fait, il y avait du marbre, les planchers étaient en mosaïque, il y avait du chauffage, de la plomberie. Incroyable. Les baignoires avaient de l'eau chaude. Des rameurs. Incroyable. Donc, la technologie de l'eau chaude et de l'eau froide de ce navire-là a été perdue et seulement retrouvée au Moyen Âge. Ah, oui. Oui, c'est quelque chose. Il y avait des fontaines d'eau froide pour boire et de l'eau chaude pour les baignoires. Et on parle là, de l'époque romaine, là, il y a près de 2000 ans. Les Romains étaient des ingénieurs impressionnants. Extrême. Puis c'est en fait ce qui a prouvé que les Romains étaient capables de construire des navires d'envergure. Jusque-là, on mettait ça en doute. Ah oui? Oui. Donc, lorsqu'on a découvert ça, là, on a vu tout l'étendue de leurs connaissances. C'est incroyable. C'était vraiment des palaces flottants. Et maintenant, il y a un musée où on peut visiter les navires, les artefacts. Ah oui? Ouais. Moi, j'aime beaucoup, moi, ce côté historique. Ensuite, 1974, c'est un jeune qui n'entendait pas, qui est né sourd et qui entend pour la première fois. C'est l'instant exact où il entend pour la première fois parce qu'on lui a mis un petit appareil auditif dans l'oreille. Oui, ça semble avoir été très impressionnant pour lui. Oui, c'est un jeune Harold Whittle de 5 ans. Donc, quand on dit une photo vaut 1000 mots. Oui, c'est le cas de le dire. Ensuite, on se dirige au Japon en 1860. Donc, pour ceux qui aiment tirer à l'arc. Donc, c'est des archers pratiquant le kyudo. C'est une archerie zen japonaise. Donc, ils débutent avec une cible à 2 mètres, seulement 2, pour vraiment perfectionner leur tir. Et rendu au niveau supérieur, lorsqu'ils sont vraiment excellents, la cible est à 28 mètres quand même. Incroyable. Oui. L'envergure de l'arc. Hein? Oui, et semble-t-il aussi la façon qu'ils tiennent l'arc. Moi, je ne connais pas du tout le domaine, mais on peut savoir qu'ils pratiquent vraiment cet art japonais. C'est un art martial, en fait, très lent, puis ça sert à méditer. Donc, semble-t-il que les gens qui voient cet art pour la première fois ont l'impression qu'ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts, mais c'est justement le but de fournir le moins d'efforts possible et avoir un résultat extrêmement précis. Et à 28 mètres, la respiration se doit d'être bien contrôlée aussi. Définitivement, c'est pas mal loin, 28 mètres. Ensuite, on se dirige dans les Caraïbes, au niveau des usines de tabac. On parle de 1910. J'ignorais totalement ce travail-là. Comme le travail était assez lent et monotone, vous imaginez, c'est des usines de cigares, on engageait une personne pour lire. Donc, bien. Il y avait un lecteur qui était perché. Genre la radio de l'époque. C'était comme la radio de l'époque. Il lisait souvent le journal, mais aussi des livres, des grands classiques de la littérature. Ah oui. Ça fournissait une éducation aux employés, en fait. Je comprends bien. Puis certains lecteurs, et en fait, les lecteurs étaient payés par les employés, et certains lecteurs en mettaient beaucoup et ils actaient les scènes du livre, carrément comme au théâtre. Donc, ça m'a fait rire de voir ça. Et lorsque le propriétaire n'aimait pas les lectures parce que ça n'allait pas avec ses idéologies, parfois, il jetait dehors le lecteur et ça causait des grèves. Les gens aimaient le lecteur à ce point-là. Ils arrêtaient de travailler à l'usine. Donc, on a remplacé finalement les lecteurs dans les années à peu près 20-30 par la radio. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, une façon de fournir une éducation. J'ai appris quelque chose. Oui, moi aussi, j'ignorais totalement. Et que c'était toléré et j'imagine que ça avait un impact direct sur la productivité. Effectivement, aussi. Parce que lorsque tu fais un travail monotone, évidemment, à un moment donné... à la chaîne comme ça, là, toute la journée. Le temps est long, tabac. Toute la journée. Et la plupart des photos que je vous montre, c'est un site qui s'appelle, je pense, Historical Pictures. Donc, c'est une personne qui met plein de photos d'époque et qui explique le contexte.
de façon très, très détaillée. Donc, je prends certaines images et je résume un peu. Donc, la personne qui fait ce site-là fait un travail vraiment remarquable. Très intéressant. Ensuite, on se dirige à Londres. Donc, les gens connaissent les fameux bus rouges, le symbole de Londres. On faisait des tests parce que les gens, au début, avaient peur que ces bus renversent, évidemment, parce que c'est assez haut. Et vous allez voir l'image suivante. 1933. C'est un test pour prouver qu'il ne renverse pas. Donc, on avait mis 60 poches de sable pour imiter le poids de 60 personnes. Oui. Et le bus devait pencher de 28 degrés avec succès, sans évidemment tomber. Et si je ne me trompe pas, il est à 35 degrés, là, c'est ça? Oui, finalement, il dépassait les normes demandées. Oui, mais c'est incroyable. Incroyable, hein? Ouais, c'est un méchant feeling d'être là. Je sais qu'il n'y a pas de personne en ce moment, mais Oui, la photo, c'était des poches, mais tout de même, à un angle comme ça fait pour peur. voir, pour l'époque, les moyens qu'on avait pour tester des choses. Ben oui. Puis le premier bus, en fait, il était paru en 1923, les bus 2 étages. Et à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de concurrence à Londres. Il y avait plus de 200 bus indépendants, puis c'était un peu bordélique. Et on a décidé de mettre des bus comme ça, de les mettre rouges pour se différencier de la concurrence et pour la sécurité parce que ça se voit quand même bien. Et l'impact visuel a tout de même une grande importance. Je pense au taxi de New York, toute la même couleur, le même modèle. Oui, on les voit de loin. On parle même d'appliquer ça à un certain moment donné, même pour le Québec, là. Je pense que ça serait une bonne idée parce qu'on les voit vraiment de loin. Parce que nous, c'est n'importe quel véhicule pratiquement. Oui, finalement, c'est ça, c'est difficile à voir. Et je termine avec, on se dirige assez loin, donc sur la Lune. 20 juillet 1969. Sûr que c'est ça la Lune, là. C'est pas un trucage, cette photo-là? Oui, il y a des théories de conspiration qui n'ont pas été sur la Lune. Pas dans le pic de Gravel en rien de Grande-Rivière, ça? Je pense qu'ils ont vraiment été sur la Lune. Tu fais pas partie de cette polémique-là, non? Non, je suis en train d'écouter l'excellente série de HBO faite par Tom Hanks sur la conquête. Oui, je suis rendue à la moitié, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est disponible en français. C'est de la Terre à la Lune, le titre. Donc, et justement, j'écoutais hier l'histoire un peu de Buzz Aldrin, parce que ce n'est pas Neil Armstrong, parce que tout le monde parle toujours d'Armstrong, parce que c'est le premier qui a mis le pied sur la Lune. Et on oublie que Aldrin a l'uni en même temps. Il était avec Armstrong, sauf qu'il fallait bien qu'un des deux sorte de la capsule avant l'autre. Et pourquoi ce fut Neil Armstrong, c'est ce que j'ai appris dans la série, c'est parce qu'il était plus près de l'écoutille, tout simplement. Tout simplement de la façon qu'ils étaient installés dans le module lunaire. Disposés dans le module, oui. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y en a un qui était resté en haut, Michael Collins, qui est resté dans le module de commande. Et tu dis, tu as les deux en bas sur la Lune, puis toi, ta job, c'est de... Ben, c'est leur métier. Pour qu'ils puissent revenir. C'est ça. Donc, pas minimiser dans le... C'est particulier, hein, quand même. Ben, tout à fait. Donc, on l'oublie parfois aussi, c'est que Armstrong et Aldrin ont dormi sur la Lune ce soir-là. Ah, oui. Ils ont dormi sur la Lune. Je ne le savais pas, ça. Oui, je l'ignorais aussi. Donc, les deux astronautes ont dormi sur la surface de la Lune, dans le module, évidemment. Non, j'allais poser la question. Non, pas dans le module lunaire. Non, ils n'ont pas amené de tente, cette fois-là. Puis parmi les objets qui ont été laissés sur la Lune, évidemment, il y a une plaque, vous la voyez ici, qui disait en gros, nous sommes des hommes de la planète Terre. Nous avons mis notre pied sur la Lune la première fois en 1969. Nous sommes venus en paix pour l'humanité. Donc, ça a été laissé évidemment sur la Lune. Et c'est quelque chose, c'est tout un accomplissement lorsqu'on écoute. Je vais probablement faire une capsule qui va résumer un peu la conquête jusqu'à la Lune. C'est quelque chose. J'ai hâte de voir ça. Moi, je ne voyais pas à quel point, évidemment, il y avait une course entre la Russie et les États-Unis. Et c'est incroyable. Tout ce qui se passait en coulisses, jusqu'au premier homme sur la Lune, il s'en est passé des choses. Et la politique faisait partie intégrante du défi à relever. Hein. C'était carrément une question de démontrer la supériorité d'un pays par rapport à l'autre. Effectivement. Et à l'époque, on se disait carrément, si la Russie met le pied sur la Lune en premier, nous allons vivre dans un monde communiste. C'était à ce point-là. Ça avait des retombées à ce point-là. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je vais probablement, quand j'aurai terminé la série, je vais probablement faire une capsule qui résume un petit peu les grandes étapes, si on peut.
Bien, encore une fois, cette semaine, une capsule divertissante. Très divertissante, mais qui avait le petit aspect très instructif du même coup. La beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.